Alors bonjour, bonsoir plutôt. Je m'appelle Cécile Chartrain, je suis responsable de programme chez SIDAction et je remplace ma collègue Corinne Levitous qui devait animer cette table ronde et qui malheureusement est absente. Je lui adresse mes pensées les plus affectueuses. Pour commencer, je vais juste dire quelques mots du contexte dans lequel nous avons imaginé cette session avec Julia Charbonnier, qui est directrice d'Action Traitement, et préciser que sur cette question, comme sur beaucoup d'autres qu'on a déjà discuté depuis ce matin, on a fait un constat qui était celui d'un silence qui était beaucoup trop important autour de cette question de la vie affective et sexuelle des femmes vivant avec le VIH. Donc pas ou peu de recherches et de données sur le sujet, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, et un silence encore plus assourdissant du côté des politiques publiques, de la communication publique. Un vide qui est synonyme de risque qui perdure pour les femmes, pour leur santé, leur bien-être, et qui en plus tend à maintenir celles-ci, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, dans un sentiment d'isolement. Alors il a beaucoup été question ce matin spécialement de l'inaccessibilité de la PrEP pour les femmes. Si on regarde la question des traitements et de la prise en charge, on peut notamment s'étonner qu'un enjeu aussi largement partagé par les femmes que celui des possibles interactions entre les traitements ARV et les méthodes contraceptives soit si peu discuté dans la recherche et si peu abordé par les médecins généralistes et les gynécologues qui ont pourtant un lien direct et régulier avec les patientes dans leurs consultations. Même remarque en ce qui concerne l'impact des traitements ARV sur la libido des femmes, par exemple. Heureusement, il reste encore des associations qui ont des moyens financiers plutôt en baisse, hélas, mais qui sont valeureuses et qui tentent de combler une partie des vides. Alors, en proposant des enquêtes, je pense aussi à tout ce qui est littérature grise, et notamment ce petit livret d'Action Traitement. Je fais un petit peu de pub au passage. Et puis à toutes les actions de terrain qui sont mises en place pour accompagner très concrètement les femmes vivant avec le VIH dans leur parcours. Cette session aura précisément pour objet de laisser une place importante au témoignage, tout en mettant en avant quelques réponses associatives. On verra si on peut s'appuyer sur les savoirs communautaires qu'elles produisent, afin d'identifier quelques clés d'accompagnement et peut-être de tracer quelques lignes de plaidoyer, ce qui a déjà commencé à être fait précédemment lors de l'atelier participatif. Avant de laisser la parole à nos invités, je précise aussi une petite chose mais qui s'inscrit dans la dynamique générale dans laquelle a été conçu ce colloque, je crois, qui est qu'on a réfléchi quand même sur la composition du panel et essayer de rendre visible et audible la diversité des parcours des femmes vivant avec le VIH. Donc ceux des femmes séropositives, cisgenres, hétérosexuelles, blanches, originaires de France, dont personne ne contestera qu'on n'en parle pas assez, mais aussi ceux des femmes exilées, des femmes trans ou des femmes exerçant le travail du sexe. Des récits qui sont d'autant plus importants qu'ils correspondent à une réalité épidémiologique qui est celle d'une prévalence plus forte du VIH au sein des communautés migrantes, trans et TDS. Je remercie chacune des 4 invitées présentes ici ce soir d'avoir accepté l'invitation, au nom d'Action Traitement aussi, même si je n'en fais pas partie. Et je les présenterai plus en détail une à une avant chacune de leurs interventions. Je voudrais signaler l'absence de Delphine Leclerc, infirmière et sexologue au sein de l'hôpital Avicenne, qui devait initialement intervenir également. Malheureusement, elle a dû se désister pour des raisons professionnelles. C'est dommage parce qu'elle devait nous parler aussi de l'implication des soignantes et soignants dans l'accompagnement, ainsi que de l'enjeu de la solidarité internationale, qui est précieux aussi. Malheureusement, ce sera certainement pour un prochain colloque. On a prévu une douzaine de minutes pour chaque intervenante, un peu plus long pour les 2 premières qui représentent la même association, le réseau Santé Marseille Sud. Donc, il devrait rester à peu près une dizaine de minutes pour les questions de la salle à la fin. N'hésitez surtout pas. Merci. Et donc, j'appelle à la tribune Lydienne, qui est militante, membre active de l'association Réseau Santé Marseille Sud, et qui sera suivie après de Marie, une collègue. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Je suis une femme africaine
un parcours de migration, séropositif depuis plus de 20 ans. Maman de 3 enfants, mariée. Et j'ai 2 expériences. Quand on m'a parlé de vie affective et sexuelle pour les femmes vivant avec le VIH, j'ai pensé à 2 choses. J'ai pensé à mes 2 parcours. Mon parcours de femme qui était avec un homme séropositif, qui a été contaminé par un homme séropositif, et mon parcours de femme qui a eu, par la chance, l'amour qu'il a rencontré en chemin encore, avec un homme aujourd'hui séronégatif, donc qui partage ma vie. Et ces 2 parcours sont vraiment différents. Ces 2 vies sont vraiment très différentes parce que beaucoup de choses ont été dites ici aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les violences dont les femmes sont victimes quand elles sont séropositives. Moi, j'en ai vraiment subi beaucoup dans mon premier mariage, dans ma première vie. J'ai été contaminée, j'ai su ma séropositivité quand je suis tombée enceinte et dans un contexte que je ne vais pas raconter ici, c'est pas ça qui est important. Et à partir de ce moment-là, ma vie sexuelle et ma vie affective a complètement changé parce que le partenaire qui m'a contaminée a attendu 3 ans pour me le dire. Il était sous traitement, lui, et donc forcément, c'était beaucoup de frustration, de colère, de haine. Mais seulement étant dans un contexte africain où ça allait la stigmatisation allait suivre, le secret, le silence et tout ce qui va avec. Il y a une épée de Damoclès qui a été placée sur ma tête en me disant que il faut garder le secret, sinon vous ne pouvez pas en parler. Vous êtes condamnés à vivre ensemble. Et pendant près de 10 ans, le mot « condamné à vivre ensemble » m'a accompagnée dans les violences que j'ai subies dans mon foyer, les viols, parce que c'est comme ça que j'appelle ça, parce que quand tu n'es pas consentant, tu es violé. Donc, j'ai subi ces choses-là avec mon mari. À partir du moment où j'ai été au courant, jusqu'à ce que mon mari décède de suite de complications liées au VIH, je considère que pour la plupart du temps, j'ai été non consentante des rapports que j'avais. Mais comme j'étais condamnée à vivre avec, je devais vivre avec et j'ai vécu avec. Je suis restée dans le silence beaucoup d'années, vraiment beaucoup d'années. Et quand j'ai demandé de l'aide en 2013, malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. J'ai été rejetée, j'ai été discriminée par ma famille parce que c'est là-bas que j'ai demandé de l'aide. Et par la suite, tout le monde m'a dit, tu ne peux pas partir de là, hein, tu es obligé d'y rester, tu es obligé de rester avec ton mari, tu n'as pas le choix. Alors je me suis fait le devoir pour pouvoir supporter la vie avec lui de pardonner parce que j'avais déjà des enfants. Alors j'ai pardonné, mais néanmoins, ça n'a pas changé grand-chose dans les rapports qu'on avait. Mon mari était devenu violent parce que je n'arrivais pas... En fait, il m'aimait toujours. Peut-être c'était par peur, quelles que soient les raisons qu'il avait, moi je ne les acceptais pas. Pourquoi est-ce qu'il refusait? Il ne m'avait pas dit au départ. Pourquoi il m'a imposé cette vie-là? Mais il est devenu violent parce que il n'y avait pas cet échange. En fait, il m'aimait, il me prouvait son amour, il donnait ce qu'il voulait, mais moi, j'étais réfractaire, je m'étais refermée sur moi-même. J'étais devenue insensible à son affection et à son amour. J'étais vraiment devenue insensible à tout ce qu'il pouvait me proposer. Ça ne m'intéressait plus. Pendant tout ce temps-là, ça ne m'intéressait pas. Donc, il est devenu violent parce que parfois, pour avoir ce qu'il veut, parce que la femme, quand tu es mariée chez nous, tu es obligée, tu ne te refuses pas à ton mari. Donc, parfois, quand tu ne veux pas... Tu te refuses quand même, ça devient violent à un moment donné. Donc, il y a eu beaucoup de violences, des violences qui ont été au point où on m'a refusé mes traitements à un moment donné, parce que mon beau-père étant médecin, c'est lui qui nous refourguait avec nos traitements. On n'allait pas à l'hôpital, il nous donnait les soins, les traitements dont on avait besoin. Donc, je n'avais pas besoin d'aller à l'hôpital. Et plus j'étais résistante, et plus je me refusais, et plus on me refusait également les traitements à un moment donné. Je ne sais pas si c'est heureusement ou c'est malheureusement, mon mari est décédé, mon premier mari est décédé. Et quand il est décédé, je me suis dit que plus jamais je vais aimer, plus jamais je ne vais me laisser... je vais me laisser entraîner dans ce jeu d'amour. Déjà, je ne voudrais plus jamais transmettre la maladie à quelqu'un. Il est hors de question que je file cette maladie à qui que ce soit. Il est hors de question que, déjà, je considérais que je ne mérite pas
à ce qu'on m'aime à nouveau, parce que qui va m'aimer étant séropositif vivant en Afrique? Il n'y avait pas moyen que j'espère qu'on puisse m'aimer à nouveau. Il n'y avait pas moyen que j'espère même que je puisse avoir la sympathie des gens autour de moi. Donc, je me suis refermée sur moi-même, je me suis concentrée sur mes enfants, à essayer également, avec les soins que je pouvais avoir, qui manquaient beaucoup d'informations, et qui savaient que de toutes les façons, la mort est au bout. Ce n'est qu'une question de temps. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Peut-être que j'ai encore un sursis de quelques temps, comme me disait mon beau-père. Oui, j'ai encore un petit sursis. Donc, pendant ce temps, moi, je profitais de mes enfants, sachant que je vais mourir. Heureusement, par chance, sur mon chemin, je rencontre mon mari, donc je trouve ça un peu fou. Jusqu'aujourd'hui, je me demande si c'est qu'il a toute sa tête parfois. Parce que oui, effectivement, je lui dis que il me rencontre, je lui plais, qu'est-ce qui lui plaît, je ne sais pas. Parce que je suis pas, physiquement, je me trouvais horrible. Mais il arrive qu'il soit intéressé, peut-être qu'il est dérangé, mais jusque-là, chaque fois, je lui dis ça tout le temps, mais je suis sûre qu'il y a un truc qui ne va pas. Chez nous, on dit on t'a gâté au village. Donc, du coup, il m'a aimé comme ça. Je lui ai dit que je suis séropositive, il n'y a pas moyen, on ne peut pas avoir de rapport non protégé. On peut vraiment, ce n'était pas épanouissant du tout, parce que déjà, mon premier mari, on ne disait pas de capote. Du coup, je découvre les capotes avec mon nouveau mari. Ça passe pas, c'est pas agréable, mais on essaye de trouver d'autres moyens, mais jusque-là, c'est pas intéressant. J'ai pas une vie sexuelle épanouie. Une vie affective, par contre, mon mari est très attentionné, très à l'écoute, très en soutien, très accompagnateur en ce qui concerne mes prises de traitement, mes rendez-vous à l'hôpital. Bien que je passe d'échec thérapeutique en échec thérapeutique du fait de la qualité des soins, mais néanmoins, il est là. Il me soutient, il refuse que je baisse les bras, que je tombe, que je lâche prise. Il m'a même écrit un mot tout à l'heure me disant que non, c'est bon, t'es forte. Tu vas arriver à témoigner là-dessus. Donc, du coup, ça a été ça. Jusqu'à ce que j'arrive en France, je ne savais pas que je pouvais vivre. Sincèrement, jusqu'à ce que j'arrive en France en décembre de cette année, de l'année dernière, je ne savais pas que j'allais vivre. Je suis arrivée dans un état pitoyable et lamentable, parce que mon mari m'a encouragée à le faire. Je ne l'aurais pas fait autrement. Et quand je suis arrivée, j'ai rencontré une équipe de médecins formidables à Sainte-Marguerite. Et c'est là où j'ai découvert qu'en fait, aujourd'hui, à l'heure où je parle, je peux avoir des rapports sans préservatif avec mon mari. C'est là où j'ai commencé à découvrir un certain nombre de choses, à avoir des informations utiles qui changent la donne, en fait, qui changent les choses, qui changent la façon de voir, qui changent la façon de vivre sa séropositivité en réalité, qui nous donne plus d'espoir, qui donne envie d'espérer, de croire que l'amour existe. Et c'est là où j'ai compris que j'ai bien fait de ne pas me refuser, de ne pas fermer la porte à l'amour quand elle est venue, même comme elle a bousculé un peu mes codes. Je l'ai quand même laissé entrer. Et aujourd'hui, je sais que les choses peuvent aller mieux. Donc, en fait, c'est tout simplement ça. Je raccourcis exprès parce que je sais que le temps et tout. Mais c'est ce que je voulais dire. En fait, ma vie affective aujourd'hui, elle est différente de par l'information que j'ai reçue. De par mon accompagnement psychologique, TP, mon infectiologue et tout le reste, et toutes les équipes, des associations pour lesquelles je milite aujourd'hui, avec lesquelles je milite aujourd'hui. Toutes ces rencontres-là ont enrichi mon vocabulaire, ont enrichi ma façon de penser, ont enrichi ma façon de voir cette maladie qui, jusqu'à il y a 1 an, je savais que j'étais en sursis. Et aujourd'hui, je sais, j'ai rencontré des personnes qui ont 40 ans de vie avec la maladie, qui ont, bien que des parcours douloureux et tout, mais au moins ont quelque chose en commun, c'est qu'ils savent qu'il y a possibilité de vivre, ce que moi, je n'avais pas comme information. Il n'y avait pas la vie derrière mon état. Et ça a affecté tout, ça a affecté ma joie de vivre, ça a affecté l'amour que j'avais. Je m'accrochais à mes enfants comme profite de chaque seconde parce que tu ne sais pas laquelle sera la dernière et tout. C'est vrai qu'on ne sait pas combien de temps on a à vivre, mais au moins quand on sait que ce n'est pas de cette maladie qu'on mourra ou qu'on pourrait ne pas mourir, je pense que c'est une bonne chose. Et j'ai entendu 2 choses qui m'ont intéressée aujourd'hui du docteur Leclerc qui a dit imaginez que je mérite d'aller bien. Moi, j'ajoute
que je mérite et je peux aller bien. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, effectivement, quand ma charge virale est indétectable aujourd'hui, je mérite d'aller bien, je mérite l'amour, je mérite d'être aimée, je mérite de donner de l'amour en retour et je mérite d'aller bien. Je peux aussi aller bien parce que quand je suis observante, ça veut dire que je me donne les moyens d'aller bien. J'ai également entendu que de Fabienne, qui tout à l'heure a dit... elle a cité un certain nombre de violences, c'est-à-dire les rapports sexuels suite à non protégés, suite à l'insistance des partenaires et tout. Mais moi également, je pense aux rapports sexuels non consentis, sans besoin d'alcool ni de substances, hein, des rapports sexuels non consentis, du fait de la culture dans laquelle d'où nous venons, par exemple. Parce que ce n'est pas sous des substances seulement qu'on peut ne pas avoir, on peut ne pas donner on n'a pas besoin de substances pour donner son consentement ou ne pas donner son consentement. Je pense que le fait de savoir que dans ma culture, on ne se refuse pas à son homme. Quand tu es marié, tu ne dis pas non. Donc, il est libre d'user de ton corps comme il veut, alors il va se le permettre malgré qu'il sait tout le mal qu'il a pu te faire, te donner cette maladie, le cacher, mais il trouve que tu ne dois pas te refuser à lui. Je trouve que ça également, c'est un manque de consentement dû au fait que la culture, les traditions qui viennent de chez nous imposent ça, et ça, c'est une conséquence de la vie des femmes séropositives en Afrique qui sont obligées de continuer à avoir des rapports avec des époux qui ne sont pas, en fait, ou bien des partenaires qui ne méritent plus notre confiance et qui ne l'ont plus. Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Marie Basmadjian, qui est une collègue de Lydienne, également du réseau Marseille Santé Sud, intervenante en santé communautaire et personnes concernées. Merci Lydienne pour ce témoignage très poignant. C'était vraiment très fort ton témoignage. Alors je voulais remercier Action Traitement pour avoir invité le réseau Santé Marseille Sud à ce colloque. Alors quand j'ai eu connaissance du sujet VIH, quelle vie affective et sexuelle pour les femmes vivant avec le VIH, je me suis dit waouh, quel sujet. Et en fait pour aborder ce sujet, je me suis dit qu'il était bon de rappeler que le VIH, c'est une maladie qui n'est pas ordinaire. Ça touche à deux tabous, la sexualité et la mort. Et sans doute est-ce pour cela que les représentations liées aux femmes séropositives sont très prégnantes encore aujourd'hui. Il y a quelques années, avant de faire Encore heureuse, pour ceux qui étaient là ce matin, Marjorie Maillan, la coordinatrice du réseau, a fait une présentation de ce travail artistique avec des femmes du réseau. On s'était réunis avec l'artiste Sarah Champion-Schreiber et pour préparer un spectacle qui était une création participative. Et dans ce spectacle, on disait que les femmes vivant avec le VIH avaient souvent l'image de femmes de mauvaise vie, de mœurs douteuses, de droguées, de travailleuses du sexe, de Marie couche-toi là. Et ces représentations, elles ont la vie dure. Il y a encore quelques années de cela, c'est assez récent. L'une de nos adhérentes se présente aux urgences d'un hôpital marseillais et elle précise qu'elle est séropositive au VIH. Et tout de go, on lui dit « Ah bon, vous êtes une prostituée ?» Alors, c'est pas discriminant à l'égard des travailleuses du sexe. Ce que je dis, c'est juste pour parler des représentations qui ont la vie dure. Et dans ce contexte, il est évident, Lydienne a parlé de mériter. Il y a beaucoup de femmes qui, de ce fait, ont des difficultés à avoir une vie sexuelle et affective épanouies de par ces représentations. Elles ont une estime d'elles-mêmes très entamée, d'autant que les corps avec les ARV, surtout pour les personnes comme moi qui sont infectées depuis plus de 40 ans, les ARV
travaille le visage avec les lipodystrophies, l'anatomie, les déplacements de graisse au niveau du ventre. Et donc, l'image que les femmes ont d'elles-mêmes est extrêmement dégradée. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai un parcours singulier au sens où j'ai appris ma séropositivité en 86 à la faveur d'une grossesse désirée. Et mon mari n'a pas souhaité connaître son statut d'homme séropositif. Il ne souhaitait pas faire un dépistage. Et paradoxalement, on a une vie pratiquement sans utiliser le préservatif, alors que les médecins, moi, me mettaient en garde contre la surcontamination, parce qu'à l'époque, effectivement, on se surcontaminait, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui avec les ARV que l'on a. Et ça a duré des années et des années. Son état de santé se dégradait. Moi, je disais au médecin, mais que puis-je faire ? Je n'arrive pas à le convaincre de faire un test de dépistage. Donc, les médecins m'ont dit, mais ça doit venir de lui, ça doit venir de lui. Donc, l'état de santé était extrêmement grave en 91. Et là, il s'est décidé à parler à son médecin généraliste de cette possibilité pour lui d'être infecté par le VIH. Et donc là, tout de suite, il a été en réanimation où il était donné pour mort. Et il a survécu miraculeusement. Et là, les médecins lui ont dit, vous vivrez encore 1 an. Et donc, il a été très observant, il était bon élève, mais bon, il a fini par mourir au bout d'1 an et demi, parce qu'il était au stade sida depuis fort longtemps et son système immunitaire était extrêmement affaibli. Et donc, pendant toutes ces années, je ne me suis jamais considérée comme une personne qui pouvait être, qui était contaminante. Je vivais pleinement, pas tout à fait, mais je vivais plutôt bien ma sexualité. Et c'est quand je suis devenue veuve que là, la peur au ventre m'a saisie. Et j'étais très malheureuse dans ma vie amoureuse parce que j'avais une peur bleue de transmettre le VIH, même en utilisant les préservatifs, quoi. Et j'en profite pour, effectivement, au réseau, on recueille beaucoup de récits de femmes séropositives et beaucoup de femmes renoncent, ne font pas éclore leur vie amoureuse, elles renoncent à une vie amoureuse parce qu'elles ont peur de contaminer leur partenaire et parce que aussi... j'ai perdu mon idée. Donc, elles ont peur de contaminer leur adversaire, leur partenaire, et aussi parce que... un moment de blanc. Je ne veux pas la dire, cette idée. Elles ont peur de contaminer leur partenaire, et aussi parce qu'elles sont dans le secret et qu'elles ne veulent pas transmettre ce secret, quoi. Elles ont peur de transmettre ce secret et d'être rejetées, quoi. Alors, le TASP est arrivé, mais je dirais il est arrivé en France à la vitesse d'un escargot. C'est-à-dire qu'il y a eu la vie suisse en 2008 avec Bernard Hirschel, mais le corps médical français était très, très réticent à cette idée. Et il a fallu attendre les études 2014-2016 de Partner avec des couples séro-différents pour qu'on parle, que les médecins parlent, et encore, ils ne le font pas spontanément, qu'ils parlent de I égale I, bien que je n'aime pas trop cette appellation, mais c'est souvent un raccourci pour dire qu'on ne transmet pas le VIH quand on a une observance et une charge virale indétectable. Et donc, je pense que pour que les femmes continuent leur combat, elles doivent être informées par rapport au TASP. Et je pense qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir une vie amoureuse épanouie grâce au TASP qui a été, pour moi, ça a été une révolution dans ma vie. Et j'ai pu retrouver, grâce aussi au fait que j'ai rencontré une âme sœur, de vivre pleinement sa sexualité, quoi. Comme avant, de vivre sa sexualité pleinement.
Donc au réseau, on a de cesse de travailler sur la visibilité des femmes dans l'épidémie à VIH, et c'est pour ça qu'on a fait Encore heureuse. Et je suis heureuse de participer à ma modeste échelle à la déconstruction des représentations des femmes liées au VIH. Et le public que l'on rencontre nous le rend bien. Hein. Que ce soit l'exposition des 15 portraits de femmes séropositives ou la lecture musicale, qui est 4 femmes séropositives et un musicien, compositeur, violoniste, qui est une 5e voix, en quelque sorte, dans le spectacle. Et je pense que ce spectacle participe à sa modeste échelle à la visibilité des femmes et à changer les représentations. Voilà. Et pour conclure, il faut que la honte change de camp. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Alors, ça va être le tour de Nicolas Tenkouka, qui est chargé de mission au sein de l'association AIDE, spécialisée dans les parcours d'accompagnement en santé sexuelle, qui va nous parler des ateliers et outils développés par AIDE. Alors, bonjour ou bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. Ouais, peut-être parler dans le micro, ça sera mieux, mais bon. Alors, merci à Julia et particulièrement Action Traitement de m'avoir invitée à cette table ronde. Donc, comme le dit le titre, donc moi je vais parler de comment favoriser l'émergence de la parole des femmes. Donc ça va être, je ne vais pas être longue parce que c'est vrai que comme il y a eu du retard, je vais éviter. Il y a des personnes qui ont des trains à prendre, donc voilà. Alors c'est parti. Alors là, j'avais préparé quelques chiffres, mais bon, vu qu'on en a déjà pas mal parlé ce matin, donc je vais éviter de faire mon intéressante, hein. On va un peu passer plus bas. Alors, ce qui est important dans cette slide, c'est surtout pour les femmes, en fait, c'est important aussi qu'elles ne soient pas juste considérées ou étiquetées comme des personnes vulnérables. C'est plutôt, on va dire, la société, en fait, qui les vulnérabilise. Donc oui, ok, même si on dit qu'effectivement, biologiquement, les femmes sont faites, c'est biologiquement, de fait, elles sont plus exposées. Je préfère en fait ce terme-là, plus exposées et non vulnérables. Parce que là, ça fait, on dirait, la petite chose fragile qui... donc voilà. Et ce qui aussi est quand même à noter, c'est que malheureusement, à ce jour, on constate quand même que la communication autour du préservatif interne, pour certains qui disent féminin, est toujours très compliquée. Et contrairement quand même au préservatif externe. Alors que, je ne dis pas que forcément toutes les femmes l'utiliseraient, mais ça serait quand même un plus au niveau de la prévention et la réduction des risques. Alors, à l'association AIDE, l'émergence de la parole, comment elle se traduit? Donc, il y a une personne qui l'a évoqué dans une des interventions en début d'après-midi, je pense. C'est l'empowerment, donc tout ce qui est actrice de sa santé, prendre en tout cas en charge sa prévention. Faire avec les personnes, donc dans une démarche communautaire, parce qu'en tout cas, nous, on fait avec et non pas pour les personnes. L'idée aussi, c'est libérer la libération de la parole des personnes. Alors, ça se fait lors de différents temps. Ça peut être pendant des ateliers, ça peut être aussi même lors d'un entretien individuel. On a aussi... alors, c'est vrai que là, on est sur vie affective et santé sexuelle, mais il y a aussi la santé mentale, la santé globale, la santé environnementale. Et là, c'est vraiment...
une des bases pour pouvoir, en tout cas à minima, permettre aux femmes de pouvoir parler de vraiment ce qu'elles vivent au quotidien et autres, et espérer en tout cas avoir à minima des informations sur leur situation qu'elles vivent au quotidien. Ça peut aussi être autour des recueils de besoins ou de l'implication des femmes lors des différents temps associatifs ou des temps même au niveau national, notamment autour du 8 mars, hein, le 1er décembre, et notamment d'ailleurs pour le prochain 1er décembre. Il y a des femmes en tout cas qui sont accueillies à l'association, qui vont participer à la campagne en tout cas qui est en place au niveau de Aide le territoire de Paris. Alors, je vous ai mis quelques verbatims. Alors, ce sont vraiment là, pour le coup, des phrases issues des différents ateliers ou des groupes de parole auxquels les femmes participent. Donc, c'est leur ressenti. Alors, on a par exemple la honte de mon statut, la peur du regard des autres. Après plusieurs consultations auprès des psychologues, ou de psychologues, j'ai appris à assumer, accepter, je marche la tête haute. J'ai été contaminée par mon mari qui m'a abandonnée quand il a eu un bon poste au pays. Je n'ai aucune rancune envers lui, car c'est aussi le père de mes enfants. Je le conseille dès que je peux sur sa santé et lui recommande de penser à prendre son traitement. Mes angoisses, quand j'ai découvert mon statut, étaient de savoir si j'allais changer physiquement, mourir. Ma famille m'a laissé tomber quand j'ai dévoilé mon statut. Je me sens seule, je ressens un vide affectif. Et enfin, VIH égale mort, je porte la mort en moi, c'est ce que je ressens au plus profond de moi. Je sais pourtant que les choses ont évolué et que je peux ne pas transmettre le virus, mais il est malgré tout toujours présent. Donc ça, c'est spécialement cette dernière phrase, ça a été lors d'un atelier autour de vivre avec le VIH. Il y a une des femmes qui a absolument tenu, voilà, à exprimer son ressenti, malgré qu'elle soit contaminée depuis, comme elle dit, depuis des années. Elle a du mal, en fait, à voir en fait les choses autrement, bien qu'elle soit indétectable. Pour elle, voilà, c'est comme en fait on va dire un fardeau qu'elle porte en elle, en fait. Alors, avant de continuer, de vous présenter donc les ateliers et actions, si je reviens un peu sur les différents verbatims, c'est, comment dire, ces confessions, si on peut considérer ça comme ça, c'est quand même le fruit aussi d'un travail, un long travail, parce que oui, un atelier ou un groupe de parole, ça se met en place, mais c'est, comment dire, une relation de confiance, un lien de confiance qu'il faut tisser avec les personnes pour arriver quand même à ce qu'elles puissent se livrer vraiment de manière vraiment tranquille, sans se sentir jugé, ou le regard, parce qu'il y a aussi ce côté, on est en groupe, qu'est-ce que l'autre va penser de ce que je vais dire. Il y a aussi ce côté, des fois, alors c'est vrai que maintenant, et notamment le groupe de parole de femmes que moi j'anime, c'est plus le cas, mais il y avait surtout, et étant donné que c'est un groupe, on va dire à 99% composé de femmes issues d'Afrique subsaharienne, il y a toujours ce côté, et si je rencontre une personne de ma communauté, et si, qu'est-ce qu'elle va dire? Alors que bon, en soi, si l'autre, elle est là, c'est qu'on est là pour la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller, en tout cas, divulguer le statut de l'autre, même si c'est déjà arrivé. Alors, pas dans ce groupe-là, mais c'est déjà arrivé, malheureusement. Donc, ce qui est important aussi, c'est pour mettre aussi en confiance, c'est d'adopter une posture face aux femmes, c'est-à-dire
une posture qui invite quand même au partage. Ne pas se positionner en savant ou autre, et parce que ça peut facilement bloquer les femmes, déjà qu'elles sont très méfiantes. Donc voilà, il faut vraiment être... jouer cool, quoi. Voilà. Alors... et puis, c'est vrai que les groupes de parole, ce sont aussi des espaces où les femmes se sentent vraiment comme dans un cocon. C'est aussi, ce sont des facteurs qui permettent aussi, comment dire, de sortir de l'isolement. Voire des traumatismes. Hein. C'est aussi un espace où elles se sentent respectées, pas jugées du tout. Et c'est en fait comme il y a une qui m'avait dit une fois que c'est vraiment les groupes de parole l'ont sauvée. Donc, et aussi, c'est un espace aussi qui permet de fil en aiguille, en tout cas, d'accepter pour certaines aussi leur statut. Parce que certaines arrivent, bien qu'elles fréquentent les groupes, elles sont quand même dans le déni, certaines pendant des années. Et le fait de se retrouver avec des pairs, de discuter, de voir comment les autres ont avancé, qu'est-ce qu'elles ont fait pour accepter leur statut sérologique, et ben petit à petit, elles y arrivent et voilà, et ça leur fait du bien. Alors, donc là, c'était pour donner des petits exemples d'ateliers ou actions que l'on peut proposer, en tout cas sur le territoire de Paris, à destination des femmes. Là, c'était un atelier, en tout cas, sur... voilà, pourquoi un groupe de parole? Parce que c'est vrai, les femmes, elles viennent, il y a un groupe de parole. L'idée, c'était, je souhaitais en fait savoir, leur dire, mais vous fréquentez pour certaines les groupes de parole depuis des années. Et donc, ce serait bien, ce serait intéressant aussi de voir, de nous dire pourquoi, en fait, vous continuez à venir dans ces groupes. Donc, c'était en deux temps. D'abord, individuellement, donc pour moi, en tant que participante. Donc, comme elles ont dit, donc pour apprendre sur les autres et la vie avec le VIH. Évacuer le stress, ça permet de me libérer, parler librement. Et ensuite, pour le collectif. Donc, se sentir plus à l'aise entre elles, se connaître les unes et les autres, se parler sans tabou avec d'autres femmes concernées. Ça permet aussi un environnement de confiance familiale, comme elles aiment le dire, hein, qu'elles sont en famille. Créer des liens sociaux et amicaux, partager des idées, des expériences. Ça permet aussi l'affirmation de soi. Ça encourage à aller de l'avant et garantit le non-jugement. Alors ensuite, là, c'était un atelier sur l'estime de soi. Le nom, c'est moi qui l'ai créé, hein, ça n'existe pas. Donc, je préfère vous le dire. N'allez pas taper sur Internet, Tekentel, non, ça n'existe pas. C'est un outil, en fait, que j'avais découvert lors d'une participation à un des colloques qu'organise souvent l'hôpital Avicenne. C'était il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et ils avaient justement, le deuxième jour, fait un atelier sur cet outil-là, qui était sur l'estime de soi. Et donc, c'est un outil dont moi, je me sers aussi souvent auprès des femmes. Alors, des femmes ou même des groupes, même des hommes ou autres, hein, pas spécialement. Mais là, pour le coup, je l'ai utilisé pour le groupe Parole de femmes. Et ça permet, en fait, c'est un outil aussi qui est très participatif, une bonne dynamique et surtout axé aussi sur le vécu, le personnel, la vie au quotidien. Donc, c'est vraiment avec des objets du quotidien que tout un chacun peut avoir chez soi ou utiliser. Alors là, c'est vraiment tout ce que vous voyez là. C'est bien parce que ça m'a fait en fait un vide-grenier que j'ai ramassé chez moi et puis j'ai ramené. Donc, il n'y a pas eu besoin d'acheter d'outils. Et voilà, donc il y a un peu de tout.
Et les femmes aiment bien parce qu'elles échangent vraiment, elles sont à l'aise parce que voilà, ce sont des éléments qu'elles connaissent bien. Un deuxième atelier sur le bien-être, parce que oui, je suis séropositive, comme elles disent, mais je suis une femme. Et donc, je suis une femme, j'ai envie d'être belle, de plaire, de me sentir jolie quand je me regarde le matin dans le miroir. Et donc, ce jour-là, j'avais convié une personne qui fabrique, en tout cas, qui fabrique des bijoux et qui a proposé donc cet atelier aux femmes qui ont donc chacune confectionné, réalisé une paire de boucles d'oreilles avec laquelle chacune est repartie. Donc, voilà. Alors là, bon, mes collègues de aide qui sont là connaissent bien ce week-end santé qui a eu lieu l'année dernière et dont d'ailleurs des collègues qui ont fait partie du comité de pilotage sont présentes dans la salle. Ça s'est passé dans l'heure. Et donc les week-ends santé, c'est toujours très prisé par le public, en tout cas de aide, femmes, hommes, autres. Parce que ce sont de vrais week-ends de ressourcement, même si, oui, il y a des ateliers organisés autour quand même du VIH, de la santé, mais il y a des moments aussi informels, des temps d'activité, et comme vous le voyez en tout cas à l'image, en haut, c'est le jour d'arrivée. Après, il y a eu des balades, du sport. Il va falloir conclure. Ah, ok. Bon, allez. Alors, désolée. Alors, et là, une des dernières slides, c'est en 2020, il avait été décidé sur le territoire de Paris d'organiser, en tout cas, une campagne autour des violences faites aux femmes. En lien aussi avec le VIH. Bon, c'est vrai que c'est en petit, mais là, ce sont les témoignages de chacune des femmes représentées avec les mains. Et ce sont uniquement des femmes accueillies à l'association Aide, accompagnées. C'est la dernière slide, je crois. Oui. Alors, là, la dernière slide, encore quelques verbatim. Donc, c'est toujours en lien avec, alors, soit les ateliers, soit lors des week-ends. Donc, il y en a une qui a dit, donc, parler du sexe me rend amère compte tenu de mes expériences vécues, mon vécu. Donc, elle a subi beaucoup de viols, mariages forcés. Je me suis très bien sentie. J'ai beaucoup aimé les échanges, les partages après cette séance. Ça me redonne confiance en moi car les multiples rejets subis ont cassé quelque chose en moi. Ce genre de séance me permet de me sentir valorisée. Et enfin, être avec le groupe me ressource. Je retiens que je ne suis pas seule. Merci beaucoup. Merci Nicolette. J'appelle Giovanna Rincon, qui est cofondatrice et co-directrice de l'association Accept ST, qui œuvre pour l'accès aux droits et aux soins des personnes trans. Merci. Merci beaucoup Cécile, et merci à Action Traitement pour cette invitation. Encore une fois, je souhaite remercier Action Traitement pour vraiment avoir inclus dans ce colloque la question des femmes trans vivant avec le VIH sous l'ensemble du prisme de la question du genre. Ils m'ont proposé de parler de la question de transidentité et vie affective et sexuelle de cette population. Il est complexe de parler d'une population qui est invisible dans les études, dans toutes les propositions de prise en charge de cette population au niveau santé, etc. Peut-être dire sous les données de cadrage qu'il est difficile de donner des chiffres à niveau socio-démographique qui est cette population. On ne connaît pas quel est le nombre des personnes qui ont été assignées femmes à la naissance et qui ont transitionné vers hommes. Quel est le nombre de ces personnes aujourd'hui qui seraient infectées par le VIH?
on ne le connaît pas, vraiment pas. Pour les personnes qui ont été assignées hommes à la naissance et qui ont transitionné vers femmes, pareil, on ne connaît pas le nombre vrai des personnes touchées par le VIH. L'étude qui a été mise en place en partenariat avec AID et AcceptST et un laboratoire de recherche à Marseille, le CESTIM, a donné cette année les premiers résultats de cette étude qui est subventionnée par la ANRS. Cette étude parle du nombre de 900 femmes trans vivant avec le VIH prises en charge dans tous les hôpitaux à niveau français et outre-mer. Donc on parle d'une population trans féminine qui est touchée par le VIH, mais quand on voit le nombre, on peut penser que c'est un nombre pas très important. En réalité, il y a des choses qui sont très spécifiques et qui sont en corrélation directe avec la séroprévalence des femmes cisgenres touchées par le VIH, c'est-à-dire les résultats de cette recherche montrent que 90% des personnes enquêtées et ce sont des femmes trans séropositives, ce sont des femmes trans étrangères. Ce sont des femmes trans qui, par la plupart, exercent ou ont exercé le travail du sexe. Ce sont des femmes trans qui sont touchées par multiples facteurs de violence, qui sont confrontés à une pauvreté socio-économique et affective très importante. Donc, il y a des résonances énormes entre les aspects des femmes cisgenres séropositives et les femmes trans séropositives. Je vais axer rapidement sur les expériences qui AcceptST a cumulées avec 13 ans de travail du terrain aujourd'hui, notamment dans l'accompagnement de cette population-là spécifique. Et nous, sur cette partie de la qualité de vie et la qualité affective et sexuelle de cette population, on peut dire qu'il n'y a rien en termes de recherche, en termes d'études sur cette question. C'est une question qui n'est presque pas abordée par les médecins et cette femme trans séropositive, parce qu'il y a au milieu un sujet qui est forcément clivant dans la prise en charge, c'est-à-dire ce sont des femmes trans séropositives et travailleuses du sexe. Donc ceci met en évidence que la question de tabou, la question de les stigmates, la question de responsabilité ou respectabilité dans la question de la maîtrise de l'épidémie et comment les médecins aperçoivent cette question-là, elle est encore très présente comme stigmate. Cette notion de sexualité dans cette population, on peut la diviser, c'est comme ça qu'AcceptST on l'analyse, en 3 types de sexualité. Sexualité affective, psychoaffective, pour celles qui arrivent à trouver un compagnon, comme on dit, régulière ou un compagnon de vie. Une sexualité qui est plutôt la sexualité liée au travail du sexe, avec beaucoup de spécificités qui sont là-dedans. Et puis une sexualité qui est une sexualité plus d'échappatoire ou récréative, quand cette femme trans, face aux multiples pressions et situations de précarité, vont avoir une vie sexuelle qui va au-delà de ces 2 types d'autres sexualités. Pour revenir sur la vie affective et sexuelle un peu plus de vie de couple avec un partenaire régulier, les femmes trans que nous recevons à l'association, ils nous font remonter une grande difficulté, c'est-à-dire comment dire à mon compagnon que je suis séropositive. Comment le dire, encore une fois, quand la charge virale, des fois, elle n'est pas maîtrisée, parce que il y a des femmes trans aujourd'hui qui sont victimes aussi de
les conséquences des processus législatifs, des réformes législatives telles que la pénalisation des clients depuis 2016, qui font que beaucoup de ces femmes trans, séropositives, se retrouvent à déserter les lieux de soins, avoir des ruptures de traitement et avoir des remontées de charges virales. Mais quand elles sont en couple, la honte de dire qu'elles sont séropos et que très souvent, elles sont déjà dans des relations où le préservatif n'est plus utilisé. Donc, il y a dans cette situation-là vraiment beaucoup de complexité. Et encore une fois, il n'y a pas d'accompagnement de la part des médecins pour aider et pouvoir dialoguer avec cette personne, avec cette femme trans, sur cette question de la disabilité ou de l'accompagnement de l'indétectabilité ou la détectabilité dans la vie de couple pour cette femme trans. Pour la question de la sexualité liée au travail du sexe, évidemment, la question de la transmission, elle est évidente. Et là, pour le coup, c'est plus vraiment un coup de gueule vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des lois qui mettent vraiment ces populations dans des situations, est-ce que c'est des irresponsabilités ou des désocialisations préprogrammées par le manque de conscience de comment indétectable, c'est un mot qui doit être revendiqué comme étant politique avant tout sur cette question-là, et que, étant donné que ces femmes trans sont obligées des fois d'accepter des rapports non protégés pour multiples raisons liées notamment à la précarité matérielle, et que quand elles ne sont pas indétectables, moi personnellement, je ne suis pas la première à les rendre responsables s'il y a une transmission. Mais c'est une évidence. Donc voilà, sur cette question d'indétectabilité, travail du sexe, versus conséquences législatives, il y a une vraie réflexion à mener sur ce sujet-là. Et puis, quand il s'agit de la sexualité dite récréative, évidemment, là, la question de l'indétectabilité, si elle est présente, OK, mais s'il y a un relâchement des pratiques dans ces moments de consommation des produits, d'alcool, encore une fois, qui ne sont pas très régulièrement abordé avec les médecins. Donc, il y a très souvent aussi l'abandon de traitement. Il y a aussi très régulièrement des situations de personnes qui, liées à cette notion de fête, de récréativité comme échappatoire, c'est une façon de dire ça fait 30 ans que je suis séropo, ça fait trop longtemps que je suis victime de tant de choses, j'arrive pas à avoir une vie épanouie, donc c'est une façon presque de se dire je suis entre guillemets en train de me suicider en quelque sorte. Et donc l'abandon aussi de traitement, ça veut dire aussi pour les associations et notamment pour nous, encore une fois, être là présent pour accompagner à nouveau cette personne, les sensibiliser, les aider, les soutenir avec les moyens que nous n'avons pas, notamment sur le plan des consultations de soutien psychologique, et faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de ruptures trop longtemps sur ces questions, et puis les aider à traiter le reste des addictions qui provoquent vraiment la situation globale dans la vie affective et sexuelle de cette population. Donc, moi, je finirai pour dire qu'effectivement, parler des vies affectives et sexuelles chez les femmes cis et trans, avant tout, il ne faut pas qu'on oublie, c'est un acte et un mot politique, qu'il y a des revendications politiques encore derrière tout ça. Et que, bien entendu, ici, on est là pour faire des échanges, pour proposer des choses, mais ce n'est pas de notre responsabilité. La responsabilité, elle est politique. Et c'est à nous de rappeler que cette question des vies affectives, des qualités des vies affectives et sexuelles, avant tout, si elle est dégradée, si on n'a pas des propositions concrètes aujourd'hui, notamment quand il s'agit des femmes trans, séropos, c'est proposer des études, proposer des financements pour faire des études sur cette question-là, pour comprendre qui sont les partenaires de cette population,
pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le stigma, non seulement lié à la transphobie, mais aussi à la sérophobie, à la putophobie, à toutes les conséquences de cette question-là. Et puis, comment faire en sorte qu'on puisse aussi donner les moyens aux associations pour accompagner les conséquences de toutes ces questions-là sous le plan matériel. Et puis, évidemment, quelque chose qui est fondamental quand on parle de vie affective et sexuelle, faire en sorte que les personnes concernées puissent vaincre la honte et lutter contre le stigmate. Donc, ce sont des choses pour lesquelles je milite, je tiens à cœur de continuer à travailler. Et peut-être qu'une des propositions aussi qu'on aurait à faire aujourd'hui, et ça c'est plus une réflexion qui me vient là à l'esprit. Tout à l'heure, je rigolais un peu avec Marc qui me faisait une proposition pour cette population-là. Effectivement, tu avais raison. Il faudra qu'on réfléchisse avec Action Traitement pour proposer vraiment des ateliers sur comment promouvoir aussi la notion de l'appropriation de l'indétectabilité comme étant un outil de renforcement ou d'amélioration de la qualité de vie affective et sexuelle pour cette population des femmes trans séropos, tenant en compte les spécificités liées à la barrière de la langue et à d'autres spécificités qui sont hyper importantes. Donc, moi, je finirai avec ça en disant que c'est possible et qu'on arrivera à le faire. Merci. Merci beaucoup. Je voulais conclure avec quelques phrases qui m'ont marqué dans... C'est possible ? Ouais. Alors, j'ai retenu pour Lydienne, ma vie affective est différente aujourd'hui de par l'information que j'ai reçue. Ensuite, un message de Marie, la honte doit changer de camp. Tout ce qu'a dit également Nicolette sur l'empowerment et la sororité comme moteur du changement. Et puis enfin, sortez les thunes, quoi. Sortez les thunes pour les associations. Financez les études et compensez les défaillances de vos politiques publiques. Le message de Giovanna. Merci beaucoup à tout le monde.